8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Et de 3 pour les Lions de l'Atlas locaux, sacrés pour la 3e fois champion d'Afrique des Nations de football. Suite à cette brillante prestation, Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale. Retour sur un parcours qui propulse le Maroc sur le toit de l'Afrique. Loin des gradins, l'ultime coup de sifflet retentit pour marquer cette fois-ci la fin de la saison estivale. À Ifrane, les vacanciers prolongent les plaisirs de l'été. La ville suscite en cette fin août un bel engouement. Les professionnels du tourisme s'en réjouissent. Du 7e art au menu du journal, les coups de projecteur sur le palmarès du 6e ciné-plage de Harhora. Le festival a baissé ses rideaux hier soir et c'est le film Mon père n'est pas mort de Adil Fadeli qui a remporté le grand prix de cette édition. Ils se sont adjugés une 3e couronne historique. Les Lions de l'Atlas locaux ont décroché hier à Nairobi la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Suite à ce brillant exploit, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale. Dans ce message, Sa Majesté le roi souligne avoir suivi avec une grande fierté et enthousiasme, je cite, « votre victoire bien méritée à la finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations de football ». Organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda frères. C'est un motif de joie et de fierté de vous adresser nos chaleureuses félicitations pour ce sacre continental, le 3e du genre qui conforte les exploits et performances continentaux exceptionnels réalisés récemment par le football marocain, saluant les efforts de l'ensemble des composantes de l'équipe nationale, joueurs, entraîneurs et staff technique, médical et administratif, ainsi que des dirigeants de la Fédération royale marocaine de football, écrit le souverain. Sa Majesté le roi fait part dans ce sens de sa grande considération pour leur contribution efficace et empreinte de l'esprit de patriotisme sincère en vue de remporter ce nouveau sacre africain qui constituera sans nul doute, je cite Sa Majesté le roi, une forte source de motivation pour nos différentes sélections et clubs sportifs pour aller de l'avant, imprégnés de la culture de la victoire afin de décrocher davantage de titres. Fin de citation. Une victoire au bout d'une finale palpitante et très tendue face à une sélection malgache plutôt surprenante. Les coéquipiers d'Oussama Lemlioui se sont montés sur la plus haute marche du podium du CHAN 2024 et soulevés haut la main dans la foulée de leur victoire le trophée qui nous a tant fait rêver. Un 3e sacre continental qui fait du Maroc la nation la plus titrée de ce championnat et vient surtout couronner une génération prometteuse du ballon rond national. Une Dream Team emmenée par Tariq Skitiwi, un meneur de jeu fédérateur. Iman Ablou. L'exploit est historique. La victoire éclatante lors d'une finale haletante. Au stade international Moi de Kasarani à Nairobi, la sélection nationale des locaux signe un record absolu de cette compétition continentale. Devant un public acquis à leur cause, les Lions de l'Atlas ont entamé le match avec la volonté apparente de signer une victoire. Solides et disciplinés tactiquement dans tous les compartiments de jeu, ils ont dominé la seconde période de bout en bout, avec un beau jeu et une bonne maîtrise. Déjà sacrés en 2018 et 2020, les Lions de l'Atlas se sont imposés face à l'équipe malgache grâce aux réalisations de Youssef Mihri à la 27e minute et Oussama Lemlioui à la 44e et 80e minute du jeu. Auteur d'un doublé mais surtout d'un but de victoire anthologique, inscrit du milieu du terrain. Cette victoire amplement méritée vient s'ajouter aux performances remarquables des sélections marocaines qui ont consacré leur mainmise sur les différents tournois continentaux.
Les hommes de Tariq Sktiwi ont signé un parcours exceptionnel lors de ce CHAN organisé au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, offrant au Royaume une 3e couronne dans cette compétition. Le Maroc devient ainsi le pays le plus titré dans ce tournoi, avec 3 sacres devançant la République démocratique du Congo qui compte 2 titres. L'apothéose de ce conte de fées sera atteinte indubitablement quand les Lions de l'Atlas disputeront la CAN 2025, où ils seront soutenus par un public assoiffé de sacre et qui rêve d'un 2e titre continental, après celui glané en 1976. Comme pressenti donc, les Lions de l'Atlas locaux ont haussé le curseur au cours de cette édition, raflant sur leur chemin une belle moisson de distinctions. Auteur d'un doublé en finale, mais surtout d'un but stratosphérique qui a scellé le sort du match, l'attaquant Oussama Lemlioui est sacré meilleur buteur de ce CHAN avec 6 réalisations au compteur. Autre consécration, celle du milieu de terrain, Mohamed Rabi Hrimat, capitaine des Lions de l'Atlas, désigné meilleur joueur de ce 8e CHAN. Après sa consécration meilleur joueur lors des matchs face à l'Angola et à la Tanzanie. 7 matchs et 6 victoires, un parcours prodigieux qui suscite la liesse du public marocain. Il était au rendez-vous hier soir. Des centaines de milliers de supporters sont descendus dans la rue dès le dernier coup de sifflet pour exprimer leur fierté de voir le Maroc porté au firmament de la gloire. Une ferveur sans pareil relayée par nos caméras partout à travers le royaume. Regardez ces images commentées par Dominique Orlando. Ils ont été tout simplement héroïques d'un bout à l'autre de ce championnat d'Afrique des Nations qu'ils ont réussi à dompter match après match jusqu'au sacre d'hier samedi, et ce quel que soit le nom de l'équipe adverse qu'ils ont eu à affronter devant leur poste de télévision tout ce mois d'août 2025. L'ensemble des Marocains ont pu suivre leur exploit et s'enorgueillir et de leur habileté et de leur caractère face à l'épreuve. On les a suivis depuis leur tout premier match. On a toujours cru en eux et ils ne nous ont vraiment pas déçus. Bravo le Maroc, on a gagné 3-2. Je suis content de leur victoire, j'espère qu'on va gagner la CAN. Ils ont été à l'égal de l'équipe 1 et je pense que ça n'est qu'un début. On est fiers d'avoir une équipe بحال هذه ونتمناو لهم التوفيق ان شاء الله في les compétitions الجايين. Effectivement, la chose que l'on peut affirmer, c'est qu'ils sont prêts pour le futur et pour toutes les grandes échéances footballistiques à venir, à commencer par la prochaine Coupe arabe de football qui aura lieu avant la fin de cette année. Devinez où? Au Qatar. Un sacre en apothéose au bout d'un tournoi héroïque. Les Lions de l'Atlas sont de retour au pays. Un accueil triomphal leur a été réservé à leur atterrissage à l'aéroport Rabat Salé. Notre caméra les a retrouvés. Leur fierté d'arborer le trophée continental est immense. Écoutons quelques déclarations. Je remercie Sa Majesté le Roi pour les efforts colossaux qu'il a consentis en vue de développer le football national et pour la stratégie déployée dans ce secteur. Si nous avons atteint ces résultats, c'est grâce à sa vision clairvoyante. Nous lui dédions cette victoire. Ce n'était pas un parcours facile.
La compétition n'était pas de tout repos. Le temps d'adaptation des joueurs était très court, mais nous avons été capables de créer une harmonie en très peu de temps. Nous étions déterminés à remporter le titre, et c'est chose faite. C'est un sacre très important pour les joueurs locaux. Nous dédions cette victoire à Sa Majesté le Roi. Depuis le début, nous n'avions qu'un seul objectif, la victoire. La compétition était très difficile. Ce championnat a clairement montré qu'il n'y a pas d'équipe forte et une autre médiocre. Toutes les équipes se valent. Le dernier match que nous avons disputé l'a prouvé. La sélection malgache se distingue par un jeu plutôt moderne. Nos sincères félicitations aux Lions de l'Atlas et à tout le peuple marocain. Nous refermons la page footballistique et place à notre décryptage dominical de l'actualité, toujours en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la dynamique initiée par la reconnaissance par les États-Unis de l'intégrité territoriale du Maroc et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara se poursuit et se confirme. Dans ce même sillage, des congressmen américains ont mis en avant vendredi à Rabat la position de Washington en faveur de la première cause nationale, tout en formant le vœu de voir cette reconnaissance se concrétiser et favoriser davantage les investissements américains dans les provinces du Sud. Quelle lecture faites-vous de ces déclarations ? C'était il y a 2 jours, donc vendredi, où une délégation de congressmen américains a séjourné dans le Royaume. Elle est formée par un membre du Congrès qui dirige d'ailleurs cette délégation, Mike Lower. Elle comprend également d'autres parlementaires. Elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita. Les parlementaires américains ont réitéré la position constante de leur pays pour ce qui est de la marocanité des provinces sahariennes. Position qui avait été affirmée, on se souvient, en décembre 2020 par le président Trump. Également, ils ont insisté sur la nécessité et l'impact de cette reconnaissance en mettant en exergue le fait que ça allait être un vecteur de promotion des investissements, en particulier dans les provinces sahariennes. Il y a également un autre parlementaire, Torres, qui a conclu, lors d'une déclaration publique, que le Maroc était le meilleur allié des États-Unis en Afrique du Nord. Je voudrais vous rappeler que voici près de 4 mois, le ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, s'était rendu à Washington. Il avait été reçu le 8 avril par le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et à cette occasion a été réaffirmé de nouveau donc le soutien constant de l'administration Trump à la cause marocaine. Il avait également eu des entretiens avec des parlementaires américains, notamment le sénateur Graham, et puis des représentants, membres donc de la Chambre des représentants, notamment Brian Must, Joey Wilson, Mario Diaz-Balart, etc. Et là aussi, réaffirmation de la position constante, donc voilà un partenariat stratégique qui se traduit au niveau parlementaire de nouveau. Et sur le plan touristique, professeur, l'année 2025 s'annonce plutôt exceptionnelle pour la destination Maroc. Plus de 11 600 arrivées enregistrées à fin juillet. C'est là l'équivalent de 67 milliards de dirhams de recettes. Que nous disent ces chiffres historiques sur la vitalité du secteur et puis quelles retombées attendre sur l'économie nationale? C'est un secteur qui se porte bien. Ça se porte bien, c'est pratiquement 7% du PIB, c'est extrêmement important. Vous avez fait référence aux chiffres de la fin juillet qui sont importants. C'est 67 milliards de dirhams de recettes, c'est une augmentation de 13% et c'est également une augmentation de 11,6% des touristes. Pour 2024, et 2025, nous sommes dans un palier donc de forte hausse. Il faut rappeler qu'en 2024, il y avait eu 17,4 millions de touristes, une augmentation de 20% par rapport à 2023, et des recettes touristiques de 117 milliards de dirhams, c'est une augmentation de plus de 7%. Un point encore, le Maroc est désormais la première destination touristique en Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et le Maroc, donc, est la première destination touristique par rapport à la Tunisie, qui a 10 millions de touristes et des recettes touristiques de 7,5 milliards de dinars. L'Égypte, qui caracolait en tête à l'époque avec moins de 16 millions de touristes. L'Afrique du Sud, 9 millions de touristes, avec cette nuance
c'est que la durée des séjours est variable suivant les pays. Par exemple, en Égypte, c'est des séjours longs, 8 à 12 nuits, du fait de circuits, évidemment, avec le Nil, etc., et des croisières. Le Maroc, la durée moyenne de séjour est entre 4 à 6 mois. On assiste à un phénomène intéressant, c'est des courts séjours dans des villes. C'est ce qu'on appelle le phénomène des city breaks. Voilà. Donc, Agadir, Marrakech, Fès, etc. Il y a là une opportunité pour repenser le produit touristique. En Tunisie, c'est une semaine, c'est surtout du tourisme balnéaire. Et puis en Afrique du Sud, c'est 10 à 14 nuits. Pourquoi? Du fait que c'est des voyages en long courrier. Donc il y a une nécessité de se repositionner compte tenu de cette concurrence et de donner davantage de relief à notre produit touristique qui est dans une tendance haussière tout à fait encourageante. Une dynamique qui se confirme donc avec des recettes records pour l'activité touristique. Autre indicateur cette fois-ci qui interpelle, l'eau. Au 25 août, nos barrages n'affichaient que 34% de leur capacité, soit 5,7 milliards de mètres cubes seulement. Des réserves qui s'amenuisent, mettant à nu des fortes disparités régionales. La ressource hydrique est sous pression. Quels sont les risques économiques et sociaux engendrés par ce niveau critique de réserve en eau? Et puis, quelles mesures envisager pour sécuriser la ressource? C'est un niveau critique, évidemment. Le taux moyen de remplissage des barrages, vous l'avez dit, de 34%, il est préoccupant. Pour autant, il faut aller au-delà de cette moyenne. Et c'est là, vous l'avez relevé, qu'il y a une grande disparité entre différents barrages. Par exemple, le bassin de Bourg-Grec, c'est un taux de remplissage de 63%, avec notamment le grand barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah. Le bassin du Loukos, c'est 51%. Sebo, c'est 46%. Le bassin Guirziz Ris, 48%. Tensift, 42%. Noundra 29%, Sousmassa 18%. Donc voilà une différenciation géographique qui est préoccupante. Il y a même des barrages qui sont à 5% pratiquement à sec. Les solutions sont de deux ordres pour l'instant et c'est une stratégie de l'eau qui va jusqu'à 2030 et au-delà. Première stratégie, c'est les autoroutes de l'eau. On l'a vu avec ce qui a été fait, par exemple, pour le bassin de Sebo vers le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah avec 500 mètres cubes par an. Et ça permet d'assurer les besoins de 12 millions de personnes, notamment dans la région Rabat-Casablanca. Il y a également un projet 500 km d'autoroute de l'eau pour une production finale de 850 millions de mètres cubes vers la région de Marrakech et les environs. Et puis, deuxième axe stratégique, les unités de dessalement, il faut le rappeler. En 2020, il y a à peu près une petite vingtaine d'unités qui sont en fonctionnement. Ça assure 77 millions de mètres cubes par an. Il est prévu également, c'est sa fonction des stations mobiles qui assurent la desserte en eau de près de 3 millions de personnes. J'ajoute également parmi les projets, le projet de Rabat Salé Kenitra Fès Meknes, qui est une unité de dessalement qui doit assurer donc la production de 300 mètres cubes par an, sans oublier d'autres unités de dessalement à Dakhla, Asfi, Jadida et Nador. Donc il y a une stratégie, il y a une situation critique, mais le Maroc a mis au point, je crois, une stratégie dont les effets seront actés en 2026, 2027 et 2028 et au-delà. Je vous remercie, professeur Moustapha Shahimi, pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est bientôt fini pour les vacances d'été. À seulement 2 semaines de la rentrée scolaire, les derniers vacanciers savourent des journées paisibles dans les bras de Dame Nature. C'est un reportage à Ifrane d'Ahmed El-Fadeli et Ayman Ablou. Au milieu d'une végétation luxuriante, une expérience grandeur nature séduit les derniers estivants de la saison. Dans cet écrin de verdure, juché à 1600 mètres d'altitude, des lacs à l'onde tranquille où la faune locale s'y promène paisiblement. De la bonne compagnie pour les visiteurs, pour qui tout est ici est objet à contempler, à savourer.
Je viens de France avec mon mari et mes enfants. Nous sommes venus rester un mois au Maroc, de Mohammedia à Khoumisset et aujourd'hui à Azaro. Et le Maroc, c'est une terre d'accueil, de chaleur, où on n'a même pas envie de rentrer. Il y a tout ce qu'on veut, que ce soit la piscine, les restaurants, la forêt, les animaux comme ici. Si c'était pas la rentrée scolaire, je vous assure que je resterai au Maroc et je me pose même la question si je vais pas venir m'installer au Maroc. J'ai passé d'excellentes vacances ici à Azaro, Ifrane, Khnifra. On a fait le tour. C'est un cadre très très joli qui change du côté de la mer. On a la sécurité. Il y a de quoi divertir les enfants. Je suis venue avec ma soeur et ses enfants. Voilà, on a passé un très très bon séjour. Un séjour des plus agréables dans les bras de la plus grande forêt de cèdres du monde. Un manteau de verdure fait de sentiers peuplés d'une faune riche, notamment les macaques qui amusent de leur singerie et bien d'autres échanges plutôt cordiaux. J'ai passé de bonnes vacances, je me suis bien amusée et je me suis même fait de nouveaux amis. La nature est juste splendide. J'ai passé de très bonnes vacances avec ma famille ici. Notre séjour a commencé à Seydia. Là, les vacances se touchent bientôt à leur fin. Nous n'oublierons jamais ce beau séjour en plein forêt, loin de la canicule de Fès. Et loin de la forêt, autre attraction qui promet autant de fraîcheur. Le parc Ain Vitel. Un incontournable d'une visite au milieu de produits d'artisanat local. J'ai passé un agréable séjour ici à Ifrane. C'est une des plus belles villes que j'ai jamais visitées. Il y a tout ce qu'il faut, la nature, la sécurité, le calme. Là, je suis en train de m'acheter quelques souvenirs pour la famille. Une affluence remarquable qui aura marqué un été parfait. Une parenthèse enchanteresse qui se vit de jour comme de nuit. Du 7e art pour clore ce journal, les caps sur Harhora et son festival Ciné-Plage. Le rideau est tombé hier soir sur la 6e édition avec un palmarès dominé par le film Mon père n'est pas mort, le long métrage de Adil El Fadili qui s'est adjugé le grand prix de cette édition. La suite du palmarès avec Abdelrahim Benchikri, Othman Tazi et le récit de Maria Ouad. Ils étaient 5 films en compétition à se disputer le Grand Prix du 6e Ciné-Plage de Harhora. Et c'est sans surprise le très attendu Mon père n'est pas mort de Adil Fadili qui a remporté la récompense ultime. Riche de son esthétique cinématographique reconnaissable entre toutes, le réalisateur raconte la fragilité du lien entre un fils et son père. Autre temps fort de cette cérémonie, le prix attribué à Kamel Kamel pour son magnifique film Que d'amour, un mélodrame ode à l'espérance. Nous avons visionné 5 longs métrages tout aussi intéressants les uns que les autres et nous avons eu à faire un choix très difficile. Le jeu des acteurs était particulièrement percutant, tout comme la qualité des synopsis et de la narration. Durant cette clôture, un hommage a été rendu à l'actrice Nadia Niazi, qui fête ses 14 ans de carrière, avec à son actif plus de 10 films devenus cultes, parmi lesquels Blood and Treasure de Matthew Federman, Sophia de Meryem Benbarek ou encore plus récemment Atoman de Anwar Mouatassi. Je suis particulièrement émue par cet hommage car il m'a été attribué au cœur même de cette ville que j'aime et qui m'a vu grandir, travailler et devenir la femme ou du moins l'artiste que je suis actuellement. Et cela n'a pas de prix. Et c'est face à des spectateurs conquis, cinéphiles ou simples passionnés que cette 6e édition s'achève dans une ambiance de fête et de célébration. Cette 6e édition était vraiment réussie, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la sélection des films. D'ailleurs, en marge de cet événement, il y a eu beaucoup de projections de films, de conférences et de masterclass. Tout le monde avait l'air heureux d'être là, aussi bien les artistes que le public. Le Ciné-Plage de Harhora, un rendez-vous annuel qui fait briller les acteurs
autant que les films et dont la vocation première est de braquer un coup de projecteur sur toutes celles et ceux qui aiment raconter des histoires. Et voilà, c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe, c'est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.